C'est sûr qu'aujourd'hui, l'IA générative, elle vient bousculer, tous les métiers, en particulier, l'industrie des contenus. Et les formats pédagogiques doivent, d'une manière ou d'une autre, matcher avec l'usage que se fait le jeune au quotidien de sa consommation de contenu. On peut plus être dans une approche descendante seulement, comme, les écoles d'il y a 20, 30 ou 40. Les jeunes, qui veulent bosser dans l'industrie des contenus, c'est des jeunes qui se le disent depuis longtemps et c'est une approche qui est très orientée vocation et passion. Aujourd'hui, faut pas se poser la question de que va devenir le média, mais qui est un média aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde est un média. Dans un monde où l'information circule à une vitesse folle et où les métiers de la communication et des médias évoluent sans cesse, comment les écoles peuvent-elles préparer les étudiants à ces nouveaux défis? Comment l'enseignement supérieur doit-il se réinventer aussi face aux attentes d'une génération en quête de sens et d'opportunités concrètes? Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de 20 sur 20, j'ai le plaisir de recevoir Sami Belhadj. Bonjour Sami. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous. Vous êtes le directeur de l'ISCPA, une école spécialisée dans les métiers du journalisme, la communication et de la production audiovisuelle. On va en parler ensemble dans un instant. D'abord, peut-être parler un peu de votre parcours. Vous venez du monde des médias. Vous êtes notamment passé par le groupe L'Équipe, où vous avez travaillé sur des projets stratégiques comme le Ballon d'Or. Et puis, vous avez choisi de vous engager dans l'éducation aussi pour former la nouvelle génération de professionnels. Avec vous, on va parler de l'avenir des formations en médias et en communication, l'impact aussi des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle sur l'éducation, l'enseignement supérieur, votre implantation aussi au Maroc, un projet qui, je sais, vous tient particulièrement à cœur. Et puis, bien sûr, on va revenir sur vos engagements, votre vision pour une éducation qui place l'expérience concrète et l'humain au centre. Ravi de vous avoir. En tout cas, vous avez donc, je l'ai dit, travaillé dans des médias prestigieux comme L'Équipe, de sacrés projets comme le Ballon d'Or aussi. Et puis, à un moment de votre vie, vous vous êtes dit, l'éducation, l'enseignement supérieur, c'est le reste de ma vie, c'est ma voie. Ils sont rares, ceux qui se lancent dans l'éducation. Et vous, ça a été votre choix. Tout à fait, c'est une question que les jeunes étudiants de l'ISCPA me posent souvent, parce qu'eux ont vocation à être diplômés et à se diriger vers une carrière dans les médias. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai fait l'inverse pour 3 raisons. Je pense que la carrière professionnelle, c'est avant tout des rencontres. Et moi, j'en ai fait des très belles dans l'industrie des médias. Et j'ai fait la rencontre d'un manager qui un jour m'a dit, écoute, il y a beaucoup de convergence entre l'industrie des contenus éditoriaux et l'industrie des contenus pédagogiques. Une convergence qui est technologique, une convergence expérientielle, une concurrence aussi, une convergence concurrentielle. C'est deux écosystèmes où l'intensité concurrentielle fait rage. Donc voilà la première raison pour laquelle je me suis dirigé vers l'enseignement supérieur. La deuxième, elle est très personnelle, c'est que je suis devenu papa. Et quand on devient papa, les choses changent, on voit le monde un peu différemment. Je pense que le sport, parce que moi je suis un fan de sport et c'est pour ça que j'ai rejoint l'industrie des médias sportifs, je pense que le sport est un des vecteurs ou un des véhicules d'ascension sociale les plus puissants au monde. Mais je pense que l'industrie, en tout cas de l'enseignement supérieur privé, n'a rien à envier à l'industrie du sport. Je pense que l'éducation, obtenir un diplôme, comme étant, on va dire, un Graal pour réaliser son rêve, je pense que c'est très certainement le vecteur d'ascension sociale le plus puissant au monde. Ça, c'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, c'est que j'ai rejoint un groupe pas comme les autres. Une école pas comme les autres. L'ISCPA, c'est une école du groupe Igencia. C'est un groupe qui défend des valeurs très fortes. C'est un groupe associatif. Nous n'appartenons à aucun fonds. Nous n'appartenons à aucune structure capitalistique. Nous sommes une association à but non lucratif. Donc l'ensemble des résultats sont reversés ou réinvestis dans la défense de notre indépendance et de notre approche pédagogique qui est singulière. Et c'est un groupe dont les valeurs ont été récemment renouvelées par les collaborateurs et qui défend un triptyque magique qui est l'humanisme, l'engagement et l'ouverture. Et quand on n'est papa en 2025, ça a du sens. C'est pour ça que j'ai rejoint Igencia. Alors justement, ça fait une transition toute trouvée. Une association qui place l'engagement au cœur de ses actions, vous en avez parlé. Et c'est vrai que contrairement aux écoles privées classiques, le modèle est très différent. Une association n'a pas de logique, en tout cas purement commerciale. Comment ça, justement, ça se reflète de manière quotidienne pour celles et ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que ça change concrètement au travers des valeurs de votre établissement, de ce que vous enseignez, de la manière dont vous l'enseignez? Tout comme les médias, parce que je pense qu'un jeune à 17 ou à 18 ans ne se réveille pas en se disant « je veux faire un métier qui ne me vend pas de rêve ». Je pense que quand on veut faire un métier comme chargé de communication ou journaliste, ce sont des métiers très vocationnels. Je peux vous assurer une chose, c'est que depuis que j'ai rejoint ce groupe, j'ai compris ce qu'était la valeur de vocation, car chaque
collaborateurs du groupe EGNSA incarnent cette valeur-là. Je pense qu'un responsable de formation de l'école ISCPA n'est pas un responsable de formation comme les autres. Quand il se réveille le matin et qu'il prend l'ascenseur pour aller à la rencontre de ces jeunes, il ne le fait pas en se disant « je prends l'ascenseur avec mon actionnaire ». Il ne se le dit pas en se disant moi j'ai des impondérables ou une pression capitalistique de rentabilité. Il le fait en défendant un principe d'engagement, un principe d'accompagnement. Nous accompagnons nos jeunes au quotidien avec des parcours très individualisés. On a une approche pédagogique ouverte. On défend un modèle d'école ouverte. Vous pouvez venir quelle que soit votre origine, quelle que soit votre religion. On défend un principe, en tout cas, un engagement qui est celui de vous accompagner, quel que soit l'endroit où vous venez. Notre métier, nous, on l'incarne au quotidien en se disant qu'on essaye de mettre un public intéressé devant des gens intéressants. On ne se le dit pas, on le fait pas en tout cas en se disant qu'on veut aller chercher de la rentabilité à outrance. Et je pense que ça fait qu'on a une approche différente, que ce soit sur une journée porte ouverte, sur un salon, ou ne serait-ce que dans la salle de classe où l'intervenant est très souvent un alumni d'une de nos écoles et un professionnel qui exerce le métier du module ou de la matière qu'il enseigne. Donc voilà pourquoi on est différent. Très sympa en tout cas. Alors vous parliez il y a quelques secondes seulement de la culture, du fait d'accepter tout le monde d'où qu'ils viennent, etc. Justement, votre culture, avant d'enchaîner sur votre école, vous avez une double culture franco-marocaine. Vous avez récemment annoncé l'ouverture d'un campus de l'ISCP à Casablanca. Et je crois que ce projet, en tout cas, a une dimension très personnelle. Évidemment, on peut le comprendre pour vous. Elle est symbolique, justement, cette implantation au Maroc. Est-ce que vous voyez, vous, d'un point de vue personnel, justement, vous qui avez des liens si particuliers avec ce magnifique pays je ne vais pas en faire une affaire personnelle, même si ça vient nourrir un peu le storytelling du projet. Moi, je suis né à Casablanca et c'est avec un très, très grand plaisir que j'ai eu la chance de boucler un projet d'implantation au Maroc qui vient à la fois lier le perso et le pro. Nous, ça n'est pas qu'un symbole pour nous, pour répondre à votre question de manière très, très pragmatique. Ouais. Nous, c'est surtout stratégique pour nous de nous implanter au Maroc. Ça vient s'inscrire dans une séquence diplomatique après la visite d'État du président Macron qui a reposé les fondations d'une relation d'amitié quasi séculaire entre nos deux pays. C'est un enjeu pour nous parce que l'international est un enjeu pour le groupe, mais c'est un enjeu pour l'école ISCPA. Je pense qu'une école de journalisme, de communication et de production se doit d'être orientée vers l'international aujourd'hui. Ne serait-ce que par l'approche techno, mais pas que. Je pense que l'entreprise aujourd'hui attend de notre part qu'on puisse permettre aux jeunes d'être agiles, d'être opérationnels et surtout d'avoir une approche hyper internationale et ouverte. Je pense qu'aucune entreprise aujourd'hui, quelle que soit sa taille, a une approche locale. Je pense que tous, aujourd'hui, nous avons une approche globale. Nous sommes tous des médias. Vous êtes un média. Je suis un média. Vous êtes même un média intuitif personné dans votre communication sur LinkedIn, si je devais prendre que cet exemple-là. Je pense que notre implantation au Maroc, elle vient aussi établir un pont entre deux cultures. Je l'ai dit, engagement, ouverture, humanisme, c'est notre approche et c'est juste une expression concrète de cette stratégie-là. Ça va représenter un hub de déploiement de notre pédagogie, donc on va y lancer nos écoles. C'est aussi un hub d'échange, c'est-à-dire que ça va nous permettre d'accueillir des étudiants marocains et africains sur des diplômes reconnus français, mais ça va nous permettre aussi d'envoyer des étudiants français sur des formats courts de mobilité ou beaucoup plus longues qui vont pouvoir avoir accès à des intervenants, des profs et surtout des copains de classe qui sont d'une autre culture. Et ça n'a pas de prix. Une richesse, effectivement, appréciée aussi, j'imagine, par les élèves et demandée de plus en plus. Vous défendez une approche pédagogique fondée sur la pratique, avec, de ce que j'ai compris, des cas réels, des visites d'entreprise, entre autres, des mises en situation concrètes. Pourquoi ça, c'est essentiel aujourd'hui dans les métiers des médias et de la communication ? Moi, je pense que la meilleure manière d'apprendre, c'est faire. Je l'ai observé en tant que jeune, je pense que vous aussi. Je pense que la meilleure manière d'apprendre, ça n'est pas forcément d'être que dans une approche pédagogique descendante. Je pense que personne n'a le monopole de l'innovation ou de l'apprentissage. Moi, j'ai appris de jeunes alternants, j'ai appris de jeunes stagiaires qui ont une maîtrise aujourd'hui de la techno qui est bien supérieure à n'importe quel membre de n'importe quelle gouvernance, de n'importe quel groupe. Ils ont le téléphone au bout des doigts, ils ont toutes les plateformes au bout des doigts, ils la maîtrisent beaucoup plus que nous. Nous, à l'ISCPA, oui, on défend une approche par la pratique. C'est pour ça qu'on met à disposition de nos jeunes des studios
pour certains d'entre eux quasi flambant neufs. Je vous invite à un jour venir visiter nos locaux. Avec Mais plaisir. on a des studios télé et radio. D'ailleurs, on pourrait même vous inviter à un jour venir tourner chez nous, que ce soit un format audio ou un On prend format rendez-vous. audio capté. Vous serez les bienvenus. En tout cas, l'Express est le bienvenu. L'Express Éducation est le bienvenu sur nos locaux, que ce soit du côté de la rue Parodie dans le 10e ou de la rue Bingen dans le 17e, où nous avons un studio sur chacun de ces campus. C'est sympa. On défend une approche par la pratique parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est demandé dans une industrie comme celle des médias. Nos jeunes sont connus pour être agiles, pour être opérationnels. Je vais même être très trivial dans mon approche. Ils sont débrouillards. Ils savent faire parce qu'ils font à l'école avant d'aller en entreprise. Ça, c'est la première chose. On a aussi un principe que je défends. Moi, j'ai pris la direction de cette école il y a 4 ou 5 mois. Et on est en train de retravailler aussi notre approche pédagogique avec un principe qui est celui d'une stratégie de médias. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la pluralité des contenus, la pluralité des formats. Donc c'est quelque chose qui vous parle parce que vous êtes dans l'industrie des médias, mais c'est quelque chose que moi j'essaye d'introduire dans notre écosystème pédagogique. Comment ça se passe concrètement du coup? Concrètement, ça veut dire qu'il y a certains modules qui vont être déployés de manière très descendante, hein, un cours en face-à-face pédagogique dans la salle de classe, parce que c'est un cours qui demande très certainement une dimension théorique. Ouais. Mais pas que. C'est-à-dire que nous, on défend beaucoup de formats par la pratique sur le mode projet. On défend aussi beaucoup de formats interfilières. On a la chance d'accueillir dans notre école à la fois le journalisme, la communication et la production. Beaucoup de ces métiers se parlent au quotidien. Dans Tout mon à fait. entreprise. Beaucoup même, j'ai envie de dire, de ces métiers ne s'entendent pas forcément au quotidien. C'est des corporations qui sont fortes, que ce soit la corporation journalistique ou la corporation des grands directeurs de la communication. Ouais. Mais c'est en tout cas des écosystèmes qui se doivent de vivre ensemble. Nous, on essaye de faire vivre ensemble les jeunes dès leur pédagogie pour qu'ils puissent mieux collaborer sur le terrain après diplomation. Ça, c'est la première chose. Les formats sont très importants. Je vais vous donner un format. Nous, on a l'habitude de dire à l'ISCPA, dès le bachelor de première année, vous allez commencer à l'école sans aller à l'école. Les 2 premières semaines de cours ne sont pas des semaines de cours. Les 2 premières semaines de cours, ils sont en immersion totale dans l'entreprise. On les emmène sur un format qui s'appelle le Tour Immédiat. Et d'ailleurs, encore une fois, je vous ai lancé une invitation pour venir à notre rencontre. J'adorerais que vous me rendiez l'appareil. Peut-être que vous pourriez accueillir des jeunes lors du prochain Tour Immédiat. C'est une séquence qui a lieu à Paris, à Lyon et à Toulouse pour l'ensemble de nos bachelors, journalisme et communication et production, qui vont à la rencontre de professionnels sur le monde de l'entreprise. Ça peut être un réd-chef en conf de rédac, ça peut être un dir-prod d'une boîte de production dans l'audiovisuel ou dans la musique, ou un directeur de communication d'un grand groupe. Dès les 2 premières semaines de cours, ils vont voir au plus proche de ceux qui pratiquent leur métier, le métier de leur rêve, comment ça se passe, et très souvent dans des écosystèmes qui sont plutôt passionnants, affinitaires. Ça peut être une visite du groupe L'Équipe, pour ne prendre que lui, n'y voyez là aucun hasard. Ça peut être un théâtre, ça peut être une entreprise où le DIRCOM nous accueille pour comprendre un peu quels sont les challenges qui relèvent au quotidien. Donc ça, ces étudiants, ils choisissent l'entreprise ou le secteur dans lequel ils veulent démarrer? C'est préparé, c'est-à-dire qu'ils arrivent et tout est préparé. C'est vraiment dès leur premier jour de cours. Et ils partent sur le terrain. Et on a un format aussi où ils doivent nous restituer l'expérience telle qu'ils l'ont vécue. Et moi, j'ai eu la chance, en tant que néo-directeur de l'ISCPA, d'aller faire un tour sur l'ensemble de nos campus pour voir la restitution de leur travail. Et je peux vous dire que pour des jeunes qui ont entre 17 et 19, 20 ans, en tout cas des bachelors de première année, des post-bac, je peux vous dire que la qualité des contenus qui sont restitués et la dimension, on va dire, très expérientielle qu'ils leur est proposée, elle est hyper intéressante et passionnante. Ça leur fait dire dès le démarrage la raison pour laquelle ils ont choisi notre école et les rassurer pour une première année qui est structurante dans la vie d'un jeune post-bac. C'est concret, quoi. Peut-être que c'est ce qui manque aujourd'hui, si on prend l'écosystème de l'enseignement supérieur en général. Peut-être que ce qui manque un peu. Mais ça reste entre nous. C'est un format ISCPA, on va essayer de ne pas trop le diffuser. Non. Pas de problème, on n'en parle pas. Bon, ce qui est sûr, c'est que le monde des médias évolue rapidement, avec notamment la montée de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup là, ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça fait des années en fait, que cette révolution est en marche. Il y a aussi les réseaux sociaux, les nouvelles formes de journalisme. Comment ça, votre école s'adapte justement avec ses formations, ses contenus, justement, ses cours, pour rester en phase avec ces transformations qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus fortes? J'imagine que c'est pas toujours évident au quotidien à gérer, quoi. Non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, l'IA générative, elle vient bousculer tous les métiers, en particulier l'industrie des contenus. Donc, faut se le dire aussi. Après, nous, on prend aussi les choses avec beaucoup d'humilité parce que c'est une approche techno. En tout cas, c'est un changement de paradigme déjà pour les grands médias.
il faut qu'on l'appréhende, à mon avis, de deux manières différentes. La première, c'est déjà, nous, on a une approche très professionnalisante. C'est-à-dire qu'on construit nos programmes main dans la main avec le recruteur. On construit nos programmes main dans la main avec le marché B2B qui va accueillir, le marché de l'emploi. D'accord. Je l'ai dit, c'est l'ADN du groupe. Nous, c'est avant tout la mise à l'emploi qui est notre driver. Donc, l'approche par l'IA, on va la construire aussi avec le partenaire entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va aussi l'appréhender avec le jeune. C'est-à-dire qu'on va lui mettre entre les mains des outils de manière concrète. Il y a pas loin de 2 ou 3 semaines, on a mis pour la première fois entre les mains de nos masters communication l'outil Klinge. Donc, ils l'ont en poste fixe sur les PC de l'école et on leur a demandé sur une séquence collaborative en mode projet de produire leur premier format publicitaire 100% IA. Ils ont eu un temps pour le faire sur des thématiques précises. Anglais, on aurait pu le passer à l'écran, mais je vous l'enverrai. Vous verrez, ils savent faire de très très belles choses et vous pouvez faire appel aux jeunes futurs diplômés de l'ISCPA qui d'ores et déjà sont capables de monter un format vidéo de 50 secondes à 1 minute 10, 100% IA. Alors, ça peut inquiéter. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est, à mon avis, le b.a.-ba d'un changement de l'écosystème de ce qu'est l'industrie des contenus et les capacités de production, et qui vient nous questionner sur la relation quasi de l'homme avec la techno et de la techno avec l'homme. Ouais, en tout cas, nous, on l'a intégré. On va de plus en plus augmenter, on va dire, le curseur IA, avec toujours cette dimension qui est, nous, on a l'ambition de former des jeunes qui viennent certes maîtriser la techno, mais qui doivent venir nourrir leur liberté de penser, notamment sur la dimension journalistique. Esprit critique. L'esprit critique, la capacité aussi d'avoir la tête bien faite, avoir les bons réflexes en matière de fact-checking, les pendants de la vie d'une rédaction au quotidien. Bien sûr. Pour vous, c'est intéressant ce que vous dites. C'est la compétence du XXIe siècle, l'esprit critique ? Oui. Ouais. Je pense que c'est, en tout cas, c'est ce qui va faire la clé de différenciation, non pas seulement d'un jeune au sein de sa société en termes d'entreprise, d'employeur, mais au sein de la société avec un grand S. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de soft skills. Je pense que le combat et la nécessité impérieuse de fournir un bagage de soft skills aux jeunes n'est toujours pas terminé. Certains pensent que le terme de soft skills est désuet. Je pense que sa relation à la techno et surtout son esprit critique va faire qu'il va prendre une ou l'autre des directions. Ils nous challengent aussi beaucoup, les jeunes. Attention. Ils sont en train de rentrer dans une séquence de la relation qu'on a avec l'autre, que ce soit la planète, l'autre en tant qu'être humain qui est différente. Je pense que nous avons raté un virage, nous, les générations d'avant. Ils sont en train de nous remettre en face de notre copie. Et on n'a pas non plus que des leçons à leur donner. Moi, je l'ai dit, j'apprends beaucoup de mes alternants, j'apprends beaucoup de mes jeunes depuis que je suis directeur d'école. Ils ont beaucoup de choses à nous transmettre, mais je pense que l'esprit critique fera la différence. Surtout en ce moment, je pense que sans faire de simagrée politique ou un peu de philosophie de comptoir, mais je pense que tout tend à nous séparer aujourd'hui. L'école doit nous rappeler un principe unique, c'est celui de s'unir. Et l'esprit critique peut être ce filtre qui changera le regard qu'on a sur l'autre. L'école doit rassembler, ça, je suis bien d'accord. Vous parlez à une convaincue, vous parliez aussi de cette nouvelle génération qui est engagée quelque part en quête de sens. On en parle régulièrement dans ce podcast et à ces micros. L'engagement qui est aussi une valeur clé de votre école. Vous nous parliez de vos 3 valeurs, humanisme, engagement et ouverture. Comment vous encouragez justement vos étudiants à s'investir, par exemple, dans des projets à impact, que ce soit avec l'intelligence artificielle ou pas, mais en tout cas dans un journalisme engagé, dans la communication responsable, dans la production de contenu éthique aussi On l'exprime de différentes manières. Déjà, la première, c'est qu'on a la chance sur notre campus d'accueillir quasi 10 ou 11 filières d'expertise. Nous ne sommes pas la seule école sur nos campus, que ce soit à Paris, Lyon et Toulouse. On a la chance d'avoir une très belle école de ressources humaines, IGCRH, une école de commerce, ICD Business School, une école de management finance droit, les AM, une école d'immobilier, l'IMSI, une école 100% anglophone, l'American Business School. Donc nous représentons aujourd'hui aussi un écosystème campus qui nous permet de mettre le jeune en phase de format interfilière. C'est une petite société au sein de la société, en fait. Tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, je défends un modèle où sur un seul et même campus, nous sommes un groupe,
mais avec des colorations différentes. Alors, beaucoup de gens passeront à votre micro et vous défendront le modèle des grandes écoles. Moi, je défends le modèle des belles écoles. Et des belles écoles, chez nous, il y en a plusieurs, et en particulier l'ISCPA. Belle dans l'approche pédagogique, belle dans la qualité de l'accueil et de l'accompagnement qu'on offre aux jeunes, et belle aussi dans, on va dire, la dimension d'ouverture interfilière, interculturelle, internationale, etc. etc. Donc, pour revenir à la réponse de manière concrète, c'est qu'aujourd'hui, le jeune, on le met sur des formats aussi avec les autres écoles. Je prends les bachelors. Prenons les bachelors. Les bachelors, dès la première année, vont devoir produire un rendu dans une démarche pédagogique avec des étudiants d'autres écoles sur des thématiques telles que le solidaire, sur pondre une exposition orientée environnement qui est le thème Green Campus. Donc on arrive à développer aussi des thématiques solidaires, environnementales, mais en collaboration avec les autres écoles. Je vais prendre un autre format qui est par exemple le business pitch. C'est tous les masters de toutes les écoles sont réunis en team pour répondre à la problématique d'une entreprise phare, cette année c'était AXA. Et très très souvent, les thématiques sont abordées à travers un spectre qui est la durabilité. Donc, ce n'est pas un hasard, c'est l'enjeu de l'entreprise, c'est l'enjeu de la pédagogie, c'est l'enjeu du jeune. Donc, sur différents formats, on arrive comme ça à aligner les chakras des trois communautés et d'essayer de faire en sorte de produire un livrable qui est orienté durabilité. Le monde des médias et de la communication est perçu comme instable aussi, de temps en temps, parfois, par les médias eux-mêmes d'ailleurs, avec une forte précarité, beaucoup de concurrence aussi. Quel regard vous portez sur ce secteur-là, justement, aujourd'hui en 2025 ? Déjà, vous parlez à un passionné des médias et un passionné de l'industrie des contenus. Donc, moi, j'ai longtemps rêvé de bosser dans l'industrie des médias et je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai cité, moi, je suis un grand fan de sport et j'ai beaucoup, beaucoup rêvé avant d'y accéder, espérer pouvoir bosser dans le sport. C'est une industrie qui est dérangée parce que c'est une industrie qui doit se poser la question de la manière dont elle adresse son public, notamment le public jeune. C'est une industrie qui est dérangée parce que, bien sûr, elle a été frappée de plein fouet par la digitalisation et l'évolution des formats, notamment sur leur pendant numérique. Et c'est aussi une industrie qui est dérangée parce qu'elle a un modèle d'affaires et un modèle économique qui a été bousculé par un marché publicitaire qui a été totalement appréhendé, pour ne pas dire trusté, par quatre acteurs que vous connaissez très bien. Ça commence par GAFA, les GAFA, pour ne pas dire les GAFAM, qui à eux seuls captent plus de 80 ou 90% des revenus publicitaires. Donc déjà, c'est une industrie qui a été dérangée dans son modèle de production, modèle de chiffre d'affaires, modèle d'affaires, et dans son modèle organisationnel. Cependant, ça reste une industrie passionnante. Moi, je pense qu'on ne se réveille pas le matin en se disant je vais devenir directeur d'une banque, où il y a des métiers qui ne sont pas neutres. Je ne vais pas dénigrer en les citant, parce que sinon on ne va pas se faire d'amis. Mais je pense que les jeunes qui veulent bosser dans l'industrie des contenus, c'est des jeunes qui se le disent depuis longtemps, et c'est une approche qui est très orientée vocation et passion. Je le répète, l'industrie des médias aujourd'hui, c'est l'industrie qui peut aussi, à sa manière, changer le monde, dans un sens ou dans l'autre. On le voit en ce moment, il y a beaucoup de questions sur l'approche éditoriale et ce libre arbitre, cette liberté d'expression et de pensée qui est propre à notre pays, qui est intrinsèque à l'ADN républicain de la France. Diriger une école de journalisme, de communication et de presse, c'est pas comme diriger n'importe quelle école. Moi, je trouve que c'est une industrie qui est hyper dynamique, qui est hyper innovante. Et on le voit aujourd'hui, tous les pure players qui, depuis une dizaine d'années, ont pénétré le marché, nous questionnent aussi. Ils ont été en capacité d'adresser un public jeune qui était en attente de ces contenus-là. Je pense qu'on a cassé le modèle du média d'information papier où seul papa sortait son journal le dimanche matin pour se renseigner sur la politique, sur l'économie. Aujourd'hui, l'information, elle est au bout de doigt de n'importe qui. La vraie question, c'est de savoir où chercher l'information. Est-elle de qualité? Et qu'est-ce qu'on en fait derrière? J'allais vous poser la question. Ça ressemble à quoi justement le monde des médias dans 5 ans, dans 10 ans? La vitesse ou la révolution? Sincèrement, je ne prendrais pas le pari de me projeter sur ce que doit devenir l'industrie des médias. Moi, j'y ai bossé et j'ai pris beaucoup de plaisir à y bosser sur le média papier, sur le média digital, sur le média télé, notamment au groupe L'Équipe, qui est un groupe qui
a une puissance de frappe hors norme et qui intéresse vachement, vous d'en doutez, les jeunes. Hein. Moi, quand je dis que j'ai bossé 10 ans à l'équipe, ça fait rêver. Ça fait rêver, Bah ça oui. fait rêver avec des marques très très puissantes comme l'équipe, comme France Football, comme le Ballon d'Or, hein, qui est Ouais. une marque à résonance internationale avec sa fameuse cérémonie. Je pense que savoir ce que doit devenir ou ce que va devenir les médias le média dans 5, 10 ou 15 ans, sincèrement, je suis incapable de vous répondre. Incapable. Est-ce que Moi- ça passe notamment de plus en plus par les réseaux sociaux? Pardon, je vous coupe. Mais... Oui, bien sûr, bah, naturellement. De toute façon, Les c'est influenceurs, sur le social media que ça se passe. Aujourd'hui, il faut pas se poser la question de que va devenir le média, mais qui est un média aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde est un média. Est-ce que c'est pas dangereux, ça? Bien sûr, ça pose la question de l'impact qu'ont les contenus. Je pense notamment au public jeune. Ouais. Moi, je suis convaincu qu'on a mis entre les mains un outil qui est le téléphone et le digital de tous, qui a généré une double approche qui est un peu, on va dire, frappée de schizophrénie. C'est-à-dire qu'on a libéré une force créative et d'innovation qui est hors norme. C'est-à-dire que ce ne sont plus les seuls fréquences radio et chaînes de télé qui ont eu le monopole de diffuser un contenu, hein, qu'il soit un contenu politique, d'infogéné ou même culturel ou d'entertainment. Aujourd'hui, tout le monde est capable de générer un contenu, de le poster, de le diffuser et de toucher un public en local ou en mondial. Donc, que vont devenir les médias traditionnels? Je ne sais pas. Qui sont les médias? Nous sommes tous un média. Conseil, alors, vous donneriez à un étudiant qui veut se lancer dans ce secteur aujourd'hui? C'est un secteur d'avenir? Fonce? Oui, Vas-y. bien sûr. Bien sûr, il y aura toujours, Ouais. il y aura toujours des contenus, il y aura toujours des médias, hein, je l'ai dit précédemment. Moi, j'ai 2 conseils que je donne à mes jeunes au quotidien à l'ISCPA. Et n'hésitez pas à venir à notre rencontre, hein, les jeunes, si vous hésitez encore sur quel métier vous voulez exercer. Je pense que l'école a une double vocation. Je pense qu'on va à l'école pour apprendre un métier, en tout cas en post-bac. Et on va aussi à l'école pour, je pense, affiner la dimension vocationnelle de son parcours. Je vais prendre l'exemple d'un journaliste. Je pense que quand on va dans une école, on rejoint une école de journalisme, on veut apprendre à être journaliste de manière très concrète. Donc on y va pour apprendre un métier. Je pense que le deuxième enjeu, c'est de se dire quel journaliste je veux devenir. Est-ce que je veux être journaliste généraliste? Est-ce que je veux être JRI? Est-ce que je veux être journaliste web? Est-ce que je veux être journaliste sportif? Est-ce que je veux être journaliste politique? Ou est-ce que je veux écrire dans les pages culture d'un grand média de presse écrite? Donc moi, à l'ISCPA, c'est l'idée que je défends avec mes 3 directeurs de campus à Paris, Lyon, Toulouse, c'est d'accueillir le jeune, de lui fournir une technicité qui va venir confirmer le métier qu'il a envie d'exercer après son Bac+5, mais aussi d'affiner son projet pro. C'est-à-dire, je veux le devenir sur quelle verticale, dans quelle entreprise. Je pense qu'un futur directeur de la communication dans le retail, c'est pas la même chose qu'un directeur de la communication dans le luxe. L'école doit pouvoir aussi fournir tous les ingrédients aux jeunes pour pouvoir lui permettre d'affiner au mieux son projet professionnel et lui donner les clés de compréhension, la technicité et la passion pour se diriger vers tel ou tel poste. Comme un entonnoir, on arrive, on essaie de le remplir, de se faire une tête bien faite, d'avoir beaucoup de technicité, mais au fil du temps, essayer d'affiner le projet, de l'affiner pour en extraire la substantive moelle qui fait qu'on va devenir chargé de prod dans l'événementiel, chargé de prod dans la musique, chargé de prod dans l'audiovisuel ou chargé de prod dans le spectacle vivant. Quand je vous entends parler de tout ça, je me dis qu'il y a aussi un sujet dont on parle beaucoup dans 20 sur 20, qui est la place de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Parce qu'on parle de vocation, quelque part, une autre des vocations qui prend une place croissante dans le parcours étudiant, c'est l'entrepreneuriat, y compris dans ces industries créatives dans lesquelles vous êtes. Comment vous encouragez, si vous le faites, vos étudiants à lancer leur propre projet, à être créatifs, peut-être à lancer leur média? Okay. Alors, un élément de pédagogie et de promesse du diplôme est, on va dire, un outil. L'outil, c'est un outil qui est groupe, qui est commun à toutes les écoles du groupe Igencia. C'est la Why Not Factory qui est l'incubateur du groupe. Aujourd'hui, sur chacun de nos campus, il y a une équipe dédiée à accompagner le jeune, quelle que soit sa filière, quel que soit son niveau d'études et quelle que soit son école, à structurer son activité d'entrepreneur from scratch. Ça va de l'idéation à l'accueillir en coworking dans le même espace. Donc aujourd'hui, si vous rejoignez l'ISCPA, toute l'équipe de la Why Not Factory sera capable de vous accueillir et de vous accompagner sur toute la structuration de votre projet avec des experts totalement dédiés à l'écriture de votre BP, vous apprendre à pitcher, etc., etc. Ça, c'est un outil. La deuxième chose, c'est au sein de la pédagogie. Je vais prendre par exemple le master production de l'ISCPA.
Le master production de l'ISCPA, c'est un master qui vient former des futurs entrepreneurs de la production. C'est-à-dire que tu rejoins le master en te disant qu'à la sortie de tes 2 années d'études, tu es capable de structurer un projet d'entrepreneur, quelle que soit la modalité de production sur laquelle tu diriges ton projet. Donc tu vas apprendre à structurer ton projet, le modéliser, screener les acteurs institutionnels auxquels tu dois faire appel, que ce soit un projet dans la musique, un projet dans l'audiovisuel, un projet dans le théâtre ou dans le spectacle vivant, d'un point de vue général, comme par exemple les festivals ou les comédies musicales. C'est vraiment un master qui est orienté et qui a une forte coloration directeur de prod, manager de production. Okay. C'est la promesse même du master. Donc, je considère que le master doit être au plus proche de la réalité terrain d'un futur Bac+5 qui va exercer son métier dans une entreprise, qu'elle soit une entreprise structurée, qu'elle soit privée, publique, ou qu'elle soit en propre en tant qu'entrepreneur. Sympa. On l'a dit avec l'ouverture aussi du campus de Casablanca bientôt, l'ISCPA prend une dimension internationale. Est-ce que vous avez d'autres projets d'expansion à l'étranger ? Oui, mais à date, on ne va pas en parler, c'est plutôt confidentiel, mais on a aujourd'hui l'ambition de s'internationaliser. Après, qu'est-ce qu'une école internationale ? Il faut aussi segmenter et déterminer les ingrédients. Je pense qu'on est une école internationale à partir du moment où il y a des cours d'anglais dans notre pédagogie, ce qui est le cas de l'ISCPA. On est une école internationale quand on donne des cours en anglais. Pas d'anglais, mais des cours en anglais. C'est-à-dire que sur la technique métier, pour être capable de s'exprimer sur des verbatims métiers anglophones notamment. Ça, c'est le deuxième ingrédient. Et à l'ISCPA, vous êtes dans l'école idoine pour ce faire. La troisième composante, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, permettre à l'étudiant d'avoir une approche internationale sur des formats plus ou moins longs. On accueille notamment, où on se rend chez des universités partenaires, elles sont plus de 110 pour le groupe Igencia, pour des formats qu'on appelle BIP, c'est-à-dire sur une thématique précise. Par exemple, prenons une des prochaines thématiques qui sera le journalisme et la décolonisation. Nous allons, avec des jeunes futurs journalistes, à la rencontre d'universités partenaires chez elles. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 écoles qui se réunissent et qui, sur un format très immersif, un temps très court, de quelques jours, vont traiter du journalisme et de la décolonisation. D'accord. Ça, c'est un troisième ingrédient de l'internationalisation. Ouais. Après, il y a la mobilité. Bien sûr, on envoie nos jeunes aujourd'hui, notamment alternant sur de la mobilité courte, mais pas que. On envoie aussi nos jeunes étudiants sur de la mobilité beaucoup plus longue, notamment sur le premier semestre de bachelor de 2e année, où nos étudiants ont l'opportunité de rejoindre une des 110 universités partenaires sur un petit semestre d'échange qui leur permet d'être en immersion, bien sûr, avec des étudiants internationaux et de revenir avec un anglais un peu plus musclé. Donc voilà, être une école internationale, c'est des cours d'anglais, des cours en anglais, des formats courts de partage et d'échange avec une dimension académique, c'est de la mobilité et c'est une école aussi qui s'implante. Et nous, on a décidé de s'implanter dans un premier temps à Casablanca, qui est un hub structurant dans notre relation à l'Afrique, qui a un enjeu de démographie très très forte et qui va nous permettre de déployer toutes nos filières d'expertise sur le territoire africain. Alors, si on retourne en France, l'enseignement supérieur doit aujourd'hui répondre à plusieurs défis multiples, l'employabilité, la digitalisation, l'attente des nouvelles générations. Là aussi, décidément, on en parle de nombreux sujets ici dans 20 sur 20, mais c'est vrai, ce sont des enjeux importants. Quels sont, selon vous, les grands axes de transformation des écoles qu'elles doivent absolument, en tout cas, adopter pour rester pertinentes aujourd'hui ? Je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'on colle à l'usage et à la relation qu'a le jeune au contenu, d'un point de vue général. Moi, j'en parle beaucoup avec le terme contenu parce que je viens de l'industrie des médias et nous sommes l'école des médias. Ouais. Donc, je pense que les formats pédagogiques doivent, d'une manière ou d'une autre, venir matcher, en tout cas dans leur coloration, matcher avec l'usage que se fait le jeune au quotidien de sa consommation de contenu. On ne peut plus être dans une approche descendante et descendante seulement, comme les écoles d'il y a 20, 30 ou 40 ans. Je ne dirais pas que le savoir est accessible à tous, mais en tout cas, l'accessibilité du savoir a changé. Il y a, on va dire, le paradigme du sachant a été totalement bouleversé par Google et consorts. La question, c'est de savoir
qu'est-ce qu'on fait de ce savoir-là et comment on l'exploite de manière concrète sur le terrain. Ouais. C'est pour ça que nous, on a une double approche qui est académico-professionnalisante. Nous, aujourd'hui, toutes nos formations sont reconnues et enregistrées au RNCP dans une approche qui est régie par un ministère de tutelle, qui est le ministère du Travail. On essaye d'inscrire notre pédagogie dans une approche très concrète, pratique. Donc je pense que l'enseignement supérieur privé doit aussi se poser la question de comment le jeune consomme le contenu et comment le jeune apprend. Il faut le replacer au cœur de son expérience. C'est vraiment la question de l'expérience apprenant qu'on pose. L'expérience apprenant dans l'amphi et en dehors de l'amphi. C'est pour ça qu'on a une approche, moi je ne révélerai pas aussi les ingrédients de notre pédagogie. Oh, c'était magique. C'est comme si on demandait à un chef aujourd'hui de venir avec sa liste d'ingrédients et d'épices pour expliquer comment il a fait tel ou tel plat. Nous, on a une approche avec un dosage très précis entre présentiel et distanciel, un dosage très précis entre synchrone et asynchrone, un dosage très précis entre format consommé en autonomie et format consommé avec du face-à-face pédagogique plus classique en présence d'un prof, d'un intervenant, d'un formateur. Ce dosage-là, il est pensé en amont de la pédagogie, mais aussi il est pensé avec ce que veut le jeune, parce qu'on le consulte d'année en année pour adapter l'année suivante. Vous consultez les jeunes, des médias vous consultent aussi, notamment pour faire des classements. Des accréditations dans l'enseignement supérieur. Alors, ils sont nombreux à le faire, parfois avec des résultats très différents d'un classement à l'autre. Alors, pour le grand public, c'est parfois un peu opaque. On a du mal à comprendre comment ça fonctionne, etc. Vous, c'est quoi votre position sur ces indicateurs présentés comme étant des indicateurs de qualité? Est-ce qu'ils sont toujours pertinents? Est-ce que vous y portez attention? Moi, j'y porte attention. Après, je vais vous décevoir parce que je suis très néophyte en la matière. Je l'ai dit, j'ai rejoint, on va dire, l'écosystème enseignement sup il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je suis en train de regarder un peu ce qui se passe dans ces... en tout cas, pour répondre aux attentes de ces classements-là. J'observe, je découvre. Pour moi, c'est aussi un sujet de médias, parce que très souvent, ces classements sont portés par des grands médias, pour certains d'entre eux. Donc, il y a aussi une mécanique, on va dire, d'évaluation qui est propre à chaque personne qui défend son classement. Je le regarde avec un regard assez néophyte et pour le moment, on va dire, avec beaucoup d'humilité. Donc, on l'appréhende avec mes équipes communication et mes équipes commerciales. Je le regarde aussi comme un jeune qui a été inondé d'informations quand il a dû faire le choix de son école. Moi, j'ai fait une business school. J'étais très, très fier d'être accepté dans la business school dans laquelle j'ai été accepté, qui est une belle école et qui forme bien. En tout cas, j'ai eu la chance d'avoir accès à une formation de très grande qualité. Je dois avouer qu'avant de la rejoindre, je me suis retrouvé comme plein de jeunes et comme plein de parents, parce que le parent est encore prescripteur et c'est normal pour un jeune de 18 ans, 17 ans qui est futur bachelier de se poser la question de là où il mettra les pieds. Je ne sais pas si vous avez fait l'exercice de lever le regard dans un salon. Quand vous arrivez sur un salon étudiant, il y a une quantité d'informations, une pluralité de marques présentes, de groupes, etc., qui fait que vaut mieux y arriver avec des intentions quelque peu écrites avant d'avoir un fléchage vers l'une ou l'autre des écoles. Nous, on le regarde avec attention. C'est un sujet que j'ai pris en main avec des équipes qui vont être challengées parce que c'est important. Moi, je dirais que je vais faire attention aux classements sur lesquels on se positionnera quand on comprendra bien la mécanique d'évaluation. En tout cas, on ira avec des arguments qui sont des arguments qui intrinsèque à la qualité de notre formation. On n'inventera pas des arguments pour matcher à tel ou tel classement. On ira avec ce qu'on pratique au quotidien, c'est-à-dire les ingrédients de notre pédagogie, en espérant, et j'imagine que de manière très claire et bien lisible pour le jeune et ses parents, espérer pouvoir matcher pour pouvoir remonter dans les classements dans les meilleures conditions. Est-ce qu'il y a une question qu'on vous a jamais posée et que vous aimeriez qu'on vous pose ? Vous savez, les jeunes sont très créatifs et très innovants. Je vais juste vous donner une question qui m'avait été posée par un jeune lors d'un entretien d'admission. J'y répondrai pas, mais je lui ai posé cette question, la question que vous venez de me poser. Quelle question aimeriez-vous me poser à laquelle personne ne m'a jamais adressé? Et il m'a tendu un trombone et il m'a dit, voilà monsieur, je vous tends un trombone. Et essayer de me trouver 3 usages à ce trombone
qui n'est pas l'usage du trombone classique, c'est-à-dire attacher des feuilles ensemble. Et il m'a laissé 5 minutes pour penser 3 usages non classiques. L'ISCPA, c'est l'école de la créativité. C'est l'école qui doit répondre aussi aux enjeux des médias et de l'industrie culturelle et créative. Je dois dire que ce jeune-là répondait à tout ce que j'attends de la part d'un jeune, c'est-à-dire du panache et de la créativité. C'est génial. Vous avez trouvé la réponse ? Je lui ai donné 3 réponses. Je ne sais pas s'ils l'ont satisfait, mais en tout cas, je lui ai donné 3 réponses. Il était extrêmement heureux à l'idée de les écouter. Je lui ai dit que pour quelqu'un qui avait les mains un peu sales, ça pouvait lui permettre de se nettoyer un peu le dessous des ongles. Que si on était bloqué dans la salle, j'aurais pu un peu le trifouiller pour jouer avec la serrure et sortir. Et que si j'étais quelqu'un d'innovant, créatif et artistique, ce que je ne suis pas, je me serais amusé à créer une petite forme, un petit bonhomme avec le trombone, et je l'aurais offert à ma fille. Sympa. C'est une chouette question, ça. On arrive à la dernière partie de l'interview. Il nous reste entre 5 et 8 minutes, où là, les questions seront plus courtes et elles amènent les réponses plus courtes, pas forcément en un mot, mais voilà, une réponse plus rapide. Avec une première question, si vous deviez décrire votre école, votre groupe en un mot, quel mot choisiriez-vous ? Humanisme. Humanisme. Votre plus grande fierté dans votre parcours ? Avoir accédé à une industrie du sport en tant que jeune futur professionnel, qui est une industrie où il y a très peu d'élus au final et pas forcément beaucoup de débouchés, et avoir réussi à être embauché puis à évoluer est une de mes plus grandes fiertés. Diplôme ou expérience ? Expérience. Une chose que vous changeriez dans l'enseignement supérieur français aujourd'hui ? L'approche diplôme-expérience, la question précédente. C'est-à-dire, je pense qu'une expérience sans diplôme ne vaut rien et un diplôme sans expérience ne vaut rien non plus. Le diplôme est un visa, ou en tout cas un indice des techniques et des compétences qu'on a réussi à acquérir. C'est aussi très souvent le label d'un réseau. Mais je pense que les deux vont de pair. Et savoir faire sans attitude et sans posture professionnelle, pour moi, n'a aucun sens. La qualité la plus importante pour réussir dans l'éducation en France ? L'empathie. L'empathie, pourquoi ? L'empathie parce qu'il est difficile aujourd'hui pour un jeune d'inscrire son projet dans une forme de longévité, tellement aujourd'hui l'écosystème ambiant est instable. L'empathie parce que le monde en manque, et l'empathie parce que transmettre sans empathie génère une relation de supériorité qui, à mon sens, n'a plus valeur et ne permet pas d'acquérir de manière, on va dire, calme, éclairée et positive. Une idée fausse que les gens ont sur les métiers de la communication ? Une idée fausse sur les métiers de la communication. On dit souvent que le communicant n'a aucun impact sur la stratégie de l'entreprise et qu'il vient récupérer, on va dire, des orientations déjà préfaites, et il ne doit faire que raisonner la réalité de ce qui se passe dans l'entreprise. Moi, je pense que le métier de la communication est un métier structurant du corps social que constitue un groupe. Un groupe, qu'il soit une association, que ce soit une grande entreprise, une petite entreprise. Communiquer, c'est communiquer en interne, c'est communiquer en externe. Communiquer, c'est se lier, c'est se rejoindre et c'est structurer un discours. Mais le métier de la communication est structurant pour pouvoir aussi affiner quelles vont être les orientations stratégiques, parce que si elles ne sont pas lisibles et compréhensibles de vos partenaires externes, c'est que vos orientations ne sont pas bonnes. Donc la communication, ce n'est pas que le bras armé de la résonance d'une marque. Il doit aussi, et il peut venir nourrir les orientations stratégiques. C'est son incarnation, presque. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui vous a inspiré dans votre parcours ? Oui, je peux en citer plusieurs. Je déteste les questions qui consistent à dire quel est votre préféré. Mais je vais quand même y répondre. Quel est votre Pourquoi film ? vous n'aimez pas ? Parce que j'arrive pas à choisir. C'est vrai ? Quelle est votre chanson préférée ? Quel est votre sportif préféré ? Même si j'arrive un peu. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Je suis d'accord. Si je dois citer un film, je dirais Catch Me If You Can, avec Leonardo DiCaprio, parce que il incarne le rôle d'un jeune qui s'est dit un jour qu'il ne voulait plus de sa vie et qu'il voulait tout changer. Et ce film
nous rappelle au fait que vous pouvez réaliser votre rêve, mais il y a plein de chemins pour y accéder. Et lui, il en a choisi plein en fonction de ses envies, en fonction de sa créativité. J'invite tous les jeunes à aller le regarder. Et il vient nous mettre en face d'une grande qualité que j'apprécie chez les gens avec lesquels je bosse, c'est la capacité d'adaptation. Donc, je dirais Catch Me If You Can avec Leonardo DiCaprio. Merci. Allez, 2 dernières questions. L'avant-dernière, est-ce qu'il y a un prof qui a changé votre vie ? Oui, c'est vrai. Je dis souvent que l'école, c'est l'endroit où on rencontre des gens qui peuvent changer votre vie. Je ne sais pas si elle m'entendra, mais je vais quand même la citer. Moi, j'ai rencontré une prof de biologie qui s'appelle Madame Lanza dans mon lycée, qui un jour m'a fait plus confiance que les autres. J'étais pas, elle m'a marqué, elle m'a aidé à un moment donné où j'étais un peu dans le dur de mon parcours, on va dire, académique. Et si elle tombe sur cette vidéo, je serais très, 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 très heureux de l'inviter à l'école ISCPA pour lui faire visiter les locaux. À tous les formateurs, et quel que soit l'âge de votre cible, on a un rôle de transmission et on a un rôle qui est, je pense, pour moi, hyper structurant et qui n'est pas un rôle comme les autres. Je pense que ce sont des métiers qu'on ne fait pas par hasard. Moi, je la remercie parce que j'étais à l'orée du bac et je ne savais pas trop où je voulais aller. Et elle m'avait remis en face d'une petite copie blanche un jour en me disant, voilà, écris la cible comme si tout était possible. Et c'est la première fois que j'avais exprimé mon envie et mon rêve de bosser dans le sport. Et ça s'est réalisé quelques années plus tard et je la remercie pour ça. On a tous, je crois, un prof qui a changé Tout à fait. notre vie. Allez, dernière question. Si vous devez passer le flambeau du micro de 20 sur 20 à 1, 2, 3 personnes dans l'éducation et l'enseignement supérieur, à qui vous pensez ? Je pense à plein de personnes parce que j'ai rencontré vraiment beaucoup de personnes passionnantes dans l'industrie de l'enseignement supérieur depuis que j'y suis. Alors, j'ai eu de la chance de bosser dans les médias. Ouais. Dans les médias, il y a beaucoup de gens qui sont passionnants et qui savent et qui maîtrisent leur sujet. Et c'est vraiment un milieu de passionnés. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller à la rencontre de journalistes dans des médias de référence. Ce sont des écosystèmes qui bouillonnent. Et moi, étant fan de sport, je peux vous dire qu'en allant à l'équipe le lundi matin à 9h, je n'allais pas forcément au boulot. J'y allais avec plaisir et on parlait de sport de matin, midi et soir. Si je devais tendre le micro, je le tendrais à Stéphane Demiolis, qui est directeur général du groupe Igencia et qui a une approche en tout cas de notre industrie qui est très singulière et très très orientée vers l'autre et très humaniste et qui parle très très bien de là où il veut mener notre groupe dans l'approche à la fois pédagogique mais pas que. Je le tendrai aussi à mes 3 directeurs de campus. Je le tendrai à Marc Jarreau, directeur de l'ISCP à Paris, à Patrick Girard, directeur de l'ISCP à Lyon, ou à Christine Moisson, directrice de l'ISCP à Toulouse, qui sont des gens qui accueillent au quotidien les jeunes et les formateurs. Ce sont des vrais magiciens. Je le dis, notre métier, c'est mettre des jeunes intéressés devant des gens intéressants. Ils le font au quotidien. Et c'est des gens qui parlent de journalisme, de communication et de production avec une passion sans pareil. Je pourrais vous nommer comme ça, mais vraiment des dizaines de personnes. Depuis 3 ans que j'ai rejoint l'enseignement supérieur privé, cet écosystème n'a rien à envier à celui des médias. Les gens sont passionnés, les gens sont passionnants, les gens sont engagés et engageants. Et ben voilà, ce sera notre mot de la fin. Merci infiniment. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Chez nous sur 20 sur 20 et puis nous on se retrouve évidemment très très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.